Juliette Fontaine se tenait par un doux matin de printemps, en avril 2019, sur la terrasse de son appartement dans le 6e arrondissement de Lyon et contemplait la ville qui s'éveillait lentement. Le soleil matinal baignait les toits de la vieille ville d'une lumière dorée et au loin, elle pouvait apercevoir la silhouette majestueuse de la basilique Notre-Dame de Fourvière qui trônait comme une gardienne de pierre au-dessus de la ville. L'odeur des croissants fraîchement cuits montait de la boulangerie du coin, mêlée à l'arôme du café que Hugo préparait dans la cuisine. À 34 ans, Juliette avait accompli tout ce dont elle avait rêvé étant jeune fille. Une carrière réussie en tant qu'avocate en droit international des affaires dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Lyon, un magnifique appartement avec vue sur la Saône et un mari qui l'accueillait chaque matin avec un sourire et une tasse de café. Du moins, c'était l'histoire qu'elle se racontait, l'histoire qu'elle présentait au monde comme une façade impeccable. Hugo Lefebvre avait 42 ans, un homme d'apparence impressionnante, avec des yeux sombres et un sourire charmant qui ouvrait les portes et conquérait les cœurs. Il travaillait comme directeur marketing pour une grande entreprise pharmaceutique dont le siège se trouvait dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu. Sa carrière avait été fulgurante, ses succès impressionnants, sa réputation irréprochable. Ensemble, ils formaient ce que leurs amis appelaient avec envie le couple parfait. Ils s'étaient rencontrés il y a 8 ans lors d'une conférence à Paris. Juliette se souvenait encore exactement du moment où Hugo s'était approché d'elle, un verre de champagne à la main, ce sourire irrésistible aux lèvres. Il lui avait demandé son avis sur une présentation et ils avaient parlé pendant 3 heures, jusqu'à la fermeture du centre de conférence. 6 mois plus tard, ils étaient fiancés, 1 an après, mariés. Le mariage avait eu lieu au château de Saint-Priest, un domaine somptueux à l'est de Lyon. 250 invités, parmi lesquels des partenaires d'affaires, des amis d'études et bien sûr les familles. La mère de Juliette, Mathilde, avait aidé à la planification, avait négocié pendant des heures avec le traiteur, choisi les arrangements floraux, perfectionné le plan de table. Elle avait été si fière de sa fille, si heureuse de cette union. Mathilde Georges avait 63 ans, une femme qui, malgré son âge, dégageait une élégance remarquable. Elle avait pris soin de son apparence toute sa vie, allait 3 fois par semaine à la salle de sport, s'habillait toujours avec goût et portait ses cheveux grisonnants en une coupe courte à la mode. Après son divorce d'avec le père de Juliette, Damien, il y a 15 ans, elle ne s'était jamais remariée, bien qu'il y ait eu des prétendants. Elle vivait seule dans un spacieux appartement dans le quartier d'Ainay, à seulement 20 minutes de chez Juliette. Le divorce de ses parents avait été un choc pour Juliette à 19 ans. Damien Leclerc, son père, avait été un chirurgien réputé à l'hôpital Édouard Herriot, un homme qui passait plus de temps en salle d'opération qu'à la maison. Mathilde avait supporté pendant des années son absence, ses anniversaires oubliés, les spectacles scolaires manqués, les soirées solitaires. Finalement, elle avait demandé le divorce, et Damien n'avait même pas lutté. Il était simplement parti, avait pris un appartement à l'autre bout de la ville et avait proposé à ses enfants des visites hebdomadaires qui, avec le temps, étaient devenues de plus en plus rares. Le frère de Juliette, Théo André, de 5 ans son cadet, avait géré le divorce différemment. Il avait pris le nom de sa mère, pas celui de son père, et était devenu avocat, spécialisé en droit de la famille, comme s'il voulait épargner à d'autres familles ce qu'ils avaient traversé. Théo vivait avec sa compagne Sophie à Villeurbanne et rendait visite à leur mère chaque dimanche pour le déjeuner, une tradition que Juliette négligeait souvent à cause de son travail, à cause de Hugo, à cause de 1000 excuses. Ce matin d'avril, Juliette pensait à tout cela en contemplant la ville. Lyon s'éveillait, et avec la ville, elle aussi s'éveillait d'un rêve dont elle n'avait pas su qu'elle le rêvait. Quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas le nommer, pas le saisir, mais il y avait un sentiment dans sa poitrine, un léger malaise qui se répandait en elle depuis des semaines comme une ombre. Hugo était différent ces derniers temps. Pas dramatiquement différent, pas de façon évidente, mais différent.
Il rentrait plus tard, avait plus souvent des dîners d'affaires, téléphonait plus fréquemment sur le balcon, la porte fermée derrière lui. Quand elle demandait, il souriait de son sourire charmant et disait que c'était juste le stress au travail, un nouveau projet, des clients exigeants. Juliette l'avait cru, parce qu'elle voulait le croire, parce que l'alternative était trop douloureuse. Son téléphone vibra, un message de sa mère. « Chérie, pouvons-nous nous téléphoner ce soir ? Je dois te parler de quelque chose. » Juliette fronça les sourcils. Sa mère appelait normalement sans prévenir. Cette demande formelle était inhabituelle. Elle tapa en retour. « Bien sûr, maman, tout va bien ?» La réponse arriva immédiatement. « Oui, tout va bien. Juste une conversation entre femmes. Bisous. » Hugo apparut à la porte du balcon, 2 tasses de café dans les mains. Il portait son peignoir bleu foncé, ses cheveux encore humides de la douche. « Pour qui souris-tu comme ça ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse. « Maman. Elle veut me parler ce soir. » Hugo hocha la tête, son visage illisible. « Comment va-t-elle ?»« Bien, je pense. » Elle avait l'air un peu étrange. Hugo prit une gorgée de café et regarda la ville. « Ta mère est une femme remarquable, » dit-il, et quelque chose dans sa voix fit dresser l'oreille à Juliette. Une chaleur, une familiarité qui lui parut soudain inappropriée. Elle chassa cette pensée. C'était absurde. Hugo et sa mère s'entendaient bien, c'était tout. Mathilde avait aimé Hugo dès le début, l'avait accueilli comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Ils l'invitaient régulièrement à dîner, célébraient les fêtes ensemble, faisaient parfois des excursions communes dans les vignobles de la région. C'était normal, c'était la famille. Ce soir-là, Juliette rentra plus tard que prévu. Un client avait eu une urgence. Des documents devaient être vérifiés, des appels téléphoniques effectués. Quand elle entra dans l'appartement, il faisait déjà nuit, et Hugo était assis sur le canapé, son ordinateur portable sur les genoux. « Tu as raté le dîner » dit-il sans reproche. Juliette soupira. « Désolé, cette affaire me tue, tu as déjà mangé ?» Hugo hocha la tête. « Ta mère a appelé, elle voulait te parler. » Juliette sortit son téléphone et vit 2 appels manqués de Mathilde. Elle composa le numéro, mais personne ne décrocha. Étrange, sa mère répondait toujours au téléphone, surtout le soir, quand elle était seule avec ses séries télévisées et son verre de Bordeaux. Elle réessaya, sans succès. « Peut-être qu'elle s'est couchée tôt, » dit Hugo sans lever les yeux de son ordinateur. « Elle n'est plus toute jeune. » Cette nuit-là, Juliette resta longtemps éveillée, fixant le plafond. À côté d'elle, Hugo respirait régulièrement, son corps chaud et familier, et pourtant étrangement distant. Elle pensait à sa mère, aux messages étranges, au ton particulier de Hugo le matin. Elle pensait à toutes les petites choses qu'elle avait remarquées et ignorées ces derniers mois. Les soirées tardives, les heures disparues, les regards furtifs sur son téléphone. Le lendemain matin, Mathilde appela pendant que Juliette conduisait au travail. « Excuse-moi, chérie, je me suis endormie tôt hier soir. L'âge, tu sais. » Juliette rit. « Tu n'es pas vieille, maman. Qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Il y eut une pause, un moment d'hésitation. « En fait, rien d'important, » dit finalement Mathilde. « Je voulais juste entendre ta voix. On se voit si rarement ces derniers temps. » Juliette ressentit un pincement de culpabilité. « Tu as raison. Que dirais-tu d'un déjeuner samedi? Juste nous deux ?» La voix de Mathilde sembla soulagée. « Ce serait merveilleux, chérie. J'ai hâte. » Le samedi, elles se retrouvèrent dans un petit restaurant du quartier de la Croix-Rousse, célèbre pour son histoire ouvrière et ses escaliers raides. Mathilde était déjà là quand Juliette arriva, élégamment vêtue d'une robe crème qui mettait sa silhouette en valeur. Elle avait l'air bien, pensa Juliette, mieux que d'habitude, plus rayonnante, plus jeune d'une certaine façon. « Tu es superbe, maman », dit-elle en embrassant sa mère sur les 2 joues. Mathilde sourit. « J'ai commencé un nouveau programme de fitness. Ça fait des merveilles pour l'énergie. » Elles commandèrent, bavardèrent de choses et d'autres, échangèrent des nouvelles. Théo et Sophie pensaient à avoir un bébé. Damien s'était remarié, une femme de 20 ans sa cadette. Typique. Le cabinet envisageait de faire de Juliette une associée. Mathilde écoutait, hochait la tête, posait des questions, mais Juliette remarqua que sa mère semblait absente, comme si ses pensées étaient ailleurs.
Quand le dessert arriva, Mathilde posa soudain sa main sur le bras de Juliette. « Chérie, je dois te dire quelque chose. » Le cœur de Juliette s'accéléra. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es malade? » « Non, non, rien de tout ça. » Mathilde hésita. « C'est juste, j'ai rencontré quelqu'un. » Juliette cligna des yeux. « Rencontrer quelqu'un? Tu veux dire un homme? » « Oui, on se voit depuis quelques mois. Ce n'est pas encore officiel, mais je voulais que tu le saches. » Juliette ne savait pas ce qu'elle avait attendu, mais ce n'était pas ça. Sa mère, qui vivait seule depuis 15 ans, qui avait repoussé tous les prétendants, avait rencontré quelqu'un. « C'est merveilleux, maman, » dit-elle en essayant de cacher sa surprise. « Qui est-ce? Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Mathilde sourit, un sourire que Juliette ne connaissait pas, rêveur, presque enfantin. « C'est un homme d'affaires. Nous nous sommes rencontrés à un événement caritatif. Il est charmant, attentionné, cultivé. Pour la première fois depuis ton père, je me sens à nouveau vivante. » Juliette prit la main de sa mère. « Je suis heureuse pour toi, maman. Vraiment. Quand pourrais-je le rencontrer ?» Le sourire de Mathilde vacilla. « Bientôt, chérie. Bientôt. C'est juste que tout est encore si nouveau. Je ne veux rien précipiter. » Juliette comprenait. Après 15 ans de solitude, sa mère avait le droit d'être prudente. Elle attendrait, ne presserait pas sa mère. Mais en rentrant chez elle ce soir-là, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Sa mère l'avait regardée dans les yeux et avait menti. Elle le savait. Elle ne savait juste pas pourquoi. Les semaines suivantes passèrent et la vie continua, comme toujours. Juliette travaillait, Hugo travaillait, ils se retrouvaient le soir dans leur bel appartement, mangeaient ensemble, parlaient de leur journée, allaient se coucher. Tout était normal, tout était comme toujours, et pourtant plus rien n'était comme avant. Juliette commença à remarquer des choses, de petites choses qu'elle avait ignorées auparavant. La façon dont Hugo cachait son téléphone quand elle entrait dans la pièce. Les fréquents voyages d'affaires dont il revenait fatigué et satisfait. Les nouvelles chemises dans son armoire qu'elle n'avait pas achetées. Un soir, alors que Hugo prenait sa douche, Juliette vit son téléphone posé sur la table de nuit. Elle n'avait jamais fouillé dans son téléphone, considérant cela comme une violation de confiance, comme un aveu de méfiance. Mais ce soir-là, poussée par une intuition qu'elle ne pouvait ignorer, elle prit le téléphone et le déverrouilla avec le code qu'elle connaissait, parce que Hugo n'en avait jamais fait un secret. Elle ouvrit ses messages, fit défiler des conversations de travail ennuyeuses, jusqu'à ce qu'elle trouve un contact enregistré uniquement avec un emoji cœur. Le dernier message datait de cet après-midi. « Tu me manques. » Ce soir ? La réponse était un seul mot. « Impossible », suivi d'un emoji triste et puis « samedi alors », comme d'habitude. Les mains de Juliette tremblaient. Elle entendit la douche s'arrêter, reposa rapidement le téléphone et fit semblant de lire. Hugo sortit, une serviette autour des hanches, des gouttes d'eau sur sa poitrine. « Tout va bien ?» demanda-t-il en la regardant bizarrement. « Oui, dit-elle, oui, tout va bien. » Mais rien n'allait bien, plus rien n'irait jamais bien. Les jours qui suivirent la découverte des messages passèrent dans un brouillard de méfiance et de peur. Juliette fonctionnait en pilote automatique, allait au travail, menait des conversations, souriait quand c'était attendu, mais intérieurement, elle était comme engourdie. Elle observait Hugo avec de nouveaux yeux, analysait chaque geste, chaque mot, chaque sourire pour y déceler des significations cachées. Il ne semblait rien remarquer, vivait sa vie comme toujours, l'embrassait sur le front le matin, s'enquérait de sa journée, s'endormait à côté d'elle. La normalité de sa routine était presque insupportable. Le samedi arriva, le jour que la mystérieuse personne avait mentionné dans les messages. Comme d'habitude, avait-elle écrit ? Juliette avait réfléchi toute la semaine à ce que cela pouvait signifier. Une rencontre régulière, une routine qui s'était établie dans son dos. Elle décida d'aller au fond des choses, même si cette pensée lui donnait la nausée. Ce samedi matin, Hugo annonça au petit déjeuner qu'il allait à la salle de sport.
Juliette hocha la tête et fit semblant de lire le journal. Il se doucha, s'habilla soigneusement, choisit une chemise qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire et quitta l'appartement avec un baiser fugace sur sa joue. Juliette attendit 5 minutes, puis attrapa ses clés. Elle suivit sa voiture à travers les rues de Lyon, gardant ses distances, le cœur battant dans sa poitrine. Hugo n'allait pas à la salle de sport. Il traversa le quartier d'Ainay, passa devant des boutiques élégantes et des cafés jusqu'à ce qu'il se gare dans une rue que Juliette ne connaissait que trop bien. C'était la rue où sa mère habitait. Juliette arrêta sa voiture à un coin et observa Hugo descendre, sortir un bouquet de fleurs du coffre et se diriger vers l'immeuble où Mathilde vivait depuis 15 ans. Elle le vit taper le code à l'entrée, sans hésiter, comme s'il l'avait fait 100 fois. La porte se referma derrière lui, et Juliette resta assise dans sa voiture, incapable de bouger, incapable de respirer. Il y avait une explication. Il devait y avoir une explication. Peut-être préparait-il une surprise pour elle. Peut-être Mathilde avait-elle besoin d'aide pour quelque chose. Peut-être tout cela était-il un malentendu terrible et absurde. Mais même en pensant cela, Juliette savait qu'elle mentait. Les fleurs, le code, les messages sur son téléphone, le mystérieux amant dont sa mère avait parlé, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image qu'elle ne voulait pas voir. Elle sortit de la voiture. Ses jambes la portèrent jusqu'à l'immeuble. Ses doigts tapèrent le code qu'elle connaissait depuis son enfance. L'ascenseur l'emmena au 4e étage, et elle se retrouva devant la porte de sa mère, la porte par laquelle elle avait couru si souvent enfant, derrière laquelle elle avait trouvé sécurité et amour. Maintenant, elle se tenait devant comme au bord d'un précipice. Elle avait une clé. Mathilde lui en avait donné une il y a des années, pour les urgences, avait-elle dit. Juliette la sortit de sa poche. Sa main tremblait tellement qu'il lui fallut 3 essais pour l'insérer dans la serrure. Elle la tourna, appuya sur la poignée, et la porte s'ouvrit. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Juliette entra, ferma la porte doucement derrière elle. Dans le salon, la veste de Hugo était posée sur une chaise, ses chaussures rangées proprement à côté du canapé. Sur la table basse, 2 verres de vin, l'un avec des traces de rouge à lèvres sur le bord, de la couleur que sa mère portait toujours. Le bouquet de fleurs était posé à côté, encore emballé. Juliette entendit des voix venant de la chambre, étouffées, intimes, entrecoupées de rires légers. Le rire de sa mère que Juliette connaissait depuis toujours, le rire qui l'avait consolée enfant quand elle faisait des cauchemars. Maintenant il sonnait différemment, séducteur, coquet, comme le rire d'une étrangère. Elle avança dans le couloir, chaque pas une éternité. La porte de la chambre était entr'ouverte, et par l'entrebâillement filtrait de la lumière, une lumière chaude et dorée. Juliette posa sa main sur le bois et poussa la porte. L'image qui s'offrit à elle resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Sa mère Mathilde, 63 ans, était au lit avec Hugo, le mari de Juliette. Il n'était pas habillé. La tête de Mathilde reposait sur la poitrine de Hugo. Sa main jouait avec ses cheveux. Ils ressemblaient à un couple amoureux, familier, détendu, complètement absorbés dans leur propre monde. Mathilde la vit en premier. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche forma un mot qui ne vint jamais. Puis Hugo tourna la tête, et pendant un moment, un terrible moment révélateur, Juliette ne vit aucun remords dans ses yeux, aucune honte, seulement de l'agacement d'avoir été interrompue. « Juliette, commença Mathilde, sa voix rauque, ce n'est pas... nous ne voulions pas... Tais-toi !» La voix de Juliette sonnait étrangement à ses propres oreilles, plate et froide comme la glace. « Tais-toi, c'est tout !» Hugo s'assit, ne faisant aucun geste pour se couvrir. Il y avait une assurance dans son attitude qui blessait Juliette plus que la scène elle-même. « Nous devrions parler, » dit-il calmement, comme un homme d'affaires qui entame une négociation difficile. « Parler ?» Juliette rit, un son dur et amer. « De quoi veux-tu parler, Hugo? De la météo? De ton travail? Du fait que tu couches avec ma mère ?» Sa voix montait à chaque mot, jusqu'à ce qu'elle crie presque. « Avec ma mère, Hugo, ma mère !» Mathilde s'était assise, serrant le drap contre sa poitrine.
Les larmes coulaient sur son visage, mais Juliette n'éprouvait aucune pitié. « Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. C'est arrivé comme ça. Nous ne le voulions pas, mais les sentiments... » « Depuis combien de temps ?» Juliette l'interrompit. La question vint automatiquement, même si elle n'était pas sûre de pouvoir supporter la réponse. « Depuis combien de temps ça dure ?» Mathilde se tut. Hugo se tut. Le silence était plus fort que n'importe quel aveu. Depuis combien de temps? La voix de Juliette n'était plus qu'un murmure, dangereux et tremblant. « 1 an, dit finalement Hugo. Sa voix était égale, presque ennuyée. 14 mois pour être exact. 14 mois, plus d'1 an. Pendant que Juliette allait travailler chaque jour, pendant qu'elle dînait avec Hugo, pendant qu'elle s'endormait à côté de lui, pendant qu'elle invitait sa mère aux fêtes de famille, les 2 personnes en qui elle avait le plus confiance l'avaient systématiquement trompée. Juliette se retourna et partit. Elle entendit des voix derrière elle, son nom, des supplications, mais elle ne réagit pas. Elle traversa le couloir, passa devant les photos de famille sur le mur, des photos d'elle enfant, adolescente, à son mariage avec Hugo, sa mère radieuse à ses côtés. Tout était mensonge. Chaque image, un mensonge. Elle quitta l'appartement, monta dans sa voiture et démarra, sans savoir où elle allait. Les rues de Lyon se brouillèrent devant ses yeux, des larmes qu'elle ne sentait pas couler sur ses joues. Elle conduisit jusqu'au parc de la Tête d'Or, se gara au bord du lac et resta là, fixant l'eau, tandis que le monde autour d'elle continuait d'exister comme si rien ne s'était passé. Son téléphone vibrait sans arrêt. Des messages de Hugo, de sa mère, des appels qu'elle ignorait. Finalement, elle l'éteignit et le posa sur le siège passager. Le silence était un soulagement. Des heures passèrent. Le soleil traversa le ciel, des promeneurs allaient et venaient, des enfants nourrissaient les canards au bord de l'eau. Juliette les observait avec des yeux vides. Elle pensait aux 14 derniers mois, essayait de se souvenir quand cela avait pu commencer. Était-ce au dîner de Noël, quand Hugo et Mathilde avaient disparu si longtemps dans la cuisine? Était-ce à l'anniversaire de sa mère, quand Hugo avait insisté pour la raccompagner? Était-ce pendant les innombrables samedis où Hugo était soi-disant à la salle de sport? Les signes avaient été partout, et elle les avait tous manqués. La nouvelle énergie de sa mère, son apparence rayonnante, le mystérieux amant. Les soirées tardives de Hugo, ses voyages d'affaires, son désintérêt pour leur vie commune, tout prenait maintenant un sens terrible. Quand le crépuscule tomba, Juliette démarra le moteur et rentra chez elle. L'appartement était vide. Hugo n'était pas là. Sur la table de la cuisine, un mot. « Nous devons parler. Je suis chez un ami. Appelle-moi quand tu seras prête. Hugo. » Juliette froissa le mot et le jeta à la poubelle. Puis elle alla dans la chambre, leur chambre, le lit qu'elle avait partagé avec cet homme, et commença à emballer ses affaires. Chemise, pantalons, chaussures, tout atterrit dans des valises et des sacs. Elle travaillait méthodiquement, sans penser, sans ressentir. Quand elle eut terminé, elle mit tout devant la porte de l'appartement et changea la serrure. Cette nuit-là, Juliette resta seule dans son lit, fixant le plafond. Quelque chose en elle s'était brisé, mais quelque chose d'autre commençait à grandir. Froid, dur, implacable. Elle ne pleurerait pas, ne s'effondrerait pas, ne jouerait pas les victimes. Sa mère et son mari l'avaient trahi de la pire façon possible. Ils allaient payer, tous les deux allaient payer. Juliette ne savait pas encore comment, mais elle trouverait un moyen. Elle avait le temps, elle avait la patience, et elle avait en elle une rage qui réclamait vengeance. La vengeance viendrait, et elle serait dévastatrice. La première semaine après la découverte, Juliette la passa dans un état qui frôlait le fonctionnement, sans vraiment vivre. Elle allait au travail, accomplissait ses tâches avec la précision d'une machine, parlait avec ses collègues de choses banales et souriait quand c'était attendu. Personne ne remarquait que derrière ce sourire se trouvait une femme dont le monde était en morceaux. Hugo avait essayé de la contacter. Des dizaines d'appels, des messages allant des excuses aux tentatives d'explication jusqu'aux exigences. D'abord, il avait été repentant, puis raisonnable, puis en colère.
Le dernier message disait « Tu ne peux pas simplement faire comme si je n'existais pas. Nous sommes mariés. Nous devons régler ça. » Juliette n'avait pas répondu. Elle avait contacté un avocat, pas Théo, pas encore, mais un collègue d'un autre cabinet, spécialisé dans les divorces. Les papiers étaient en préparation. Sa mère avait également écrit, chaque jour, parfois plusieurs fois, de longs messages pleins de larmes et d'apitoiement sur soi. « Chérie, s'il te plaît, comprends-moi. J'étais si seule après toutes ces années. Hugo m'a fait me sentir à nouveau vivante. Ce n'était jamais mon intention de te blesser. Tu es ma fille, je t'aime plus que tout. Ne pouvons-nous pas parler? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Juliette lisait les messages, chacun d'entre eux, et les sauvegardait. Pas par sentimentalité, mais comme preuve. Elle commença à documenter tout ce qu'elle pouvait trouver. Des relevés de cartes de crédit montrant des séjours à l'hôtel, des entrées de calendrier correspondant au prétendu voyage d'affaires de Hugo, des photos sur les réseaux sociaux montrant sa mère dans des endroits où Hugo devait se trouver en même temps. Le 8e jour après la découverte, elle appela Théo. Son frère décrocha à la 2e sonnerie, sa voix chaude et inquiète. « Juliette, enfin, j'ai essayé de te joindre. Maman est complètement bouleversée. Elle dit que vous vous êtes disputés, mais elle ne veut pas me dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Juliette ferma les yeux. Elle était assise dans son bureau, la porte fermée, les stores baissés. Dehors, la vie continuait, les collègues riaient, les téléphones sonnaient, la ville pulsait. Ici dedans, tout était silencieux. « Pouvons-nous nous voir ?» demanda-t-elle. « Ce soir ?»« Pas chez moi, pas chez toi, quelque part de neutre. » La voix de Théo devint sérieuse. « Tu m'inquiètes, Serette. Qu'est-ce qui se passe ?»« Pas au téléphone. S'il te plaît, Théo, fais-moi confiance. » Ils se retrouvèrent dans un petit bar dans le quartier du Vieux-Lyon, caché dans l'une des ruelles médiévales qui rendaient cette partie de la ville si unique. Théo était déjà là quand Juliette arriva. Il la regarda avec de grands yeux quand elle s'assit en face de lui. « Tu as une mine affreuse, » dit-il sans détour. « Quand as-tu dormi pour la dernière fois ?» Juliette ignora la question. Elle sortit sa tablette de son sac et la posa sur la table. « Avant que je te dise quoi que ce soit, tu dois me promettre d'écouter, jusqu'au bout, sans m'interrompre. » Théo fronça les sourcils, mais hocha la tête. Promis. Elle lui raconta tout. Des premiers soupçons, des messages sur le téléphone de Hugo, de la filature ce samedi-là, de la découverte dans la chambre de Mathilde. Elle parlait calmement, factuellement, comme si elle présentait une affaire au tribunal. Théo écoutait, son visage devenait de plus en plus pâle, ses mains se serraient en poing. Quand elle eut terminé, le silence régna. Théo fixait la tablette, sur laquelle Juliette avait rassemblé les messages, les photos, les preuves. Sa respiration était lourde. « Ce n'est pas possible, » dit-il finalement. « Maman ne ferait jamais avec Hugo. C'est... » Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Juliette tourna la tablette et lui montra les messages entre Hugo et la personne enregistrée uniquement avec un emoji cœur. Elle lui montra les relevés de cartes de crédit, les chambres d'hôtel à Lyon et dans les environs, toujours les jours où Hugo était soi-disant en voyage d'affaires. Elle lui montra les photos que leur mère avait postées sur Instagram, des images de restaurants et de vignobles qui correspondaient aux données de localisation de Hugo. « 14 mois, dit-elle. Pendant plus d'1 an, ils m'ont menti, tous les deux, chaque jour. » Théo se leva brusquement, alla au bar, commanda 2 whisky et revint. Il posa un verre devant Juliette et vida l'autre d'un trait. « Je vais le tuer, » dit-il, sa voix tremblant de rage contenue. « Je jure que je vais tuer ce salaud. »« Non, » dit Juliette calmement. « Tu ne le feras pas. »« Quoi alors? On fait comme si rien ne s'était passé ?» Elle nous a trahis, Juliette. Pas seulement toi, nous tous, papa, moi, toute la famille. Elle a couché avec le mari de sa propre fille. C'est malade. C'est pervers. Juliette prit une gorgée de whisky. Le liquide brûlait dans sa gorge, mais c'était une bonne brûlure, une sensation qui lui rappelait qu'elle était encore en vie.
Je veux la justice, dit-elle, pas la vengeance, la justice. Je veux que tout le monde sache qui ils sont vraiment. Hugo, avec son image impeccable, sa carrière brillante, son charme. Et maman, la grand-mère aimante en devenir, la veuve respectable qui a été seule pendant tant d'années. Je veux que les masques tombent, devant tout le monde. Théo la regarda, son regard mêlant admiration et inquiétude. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Juliette se cala dans son siège. Le 70e anniversaire de papa est dans 6 semaines. Il prévoit une grande fête. Tout le monde est invité. Famille, amis, collègues. Maman aussi. Hugo aussi, bien que je doute qu'il vienne dans des circonstances normales. Mais je vais m'assurer qu'ils viennent, que tous les deux viennent. Tu veux les exposer publiquement? À l'anniversaire de papa? Juliette hocha la tête. Papa a le droit de connaître la vérité, sur la femme à qui il a donné 20 ans de sa vie, sur l'homme qu'il a accepté comme gendre. Tout le monde a droit à la vérité. Théo resta longtemps silencieux. Il faisait tourner son verre vide dans ses mains, fixait le grain du bois de la table. Finalement, il leva les yeux. « Ça va détruire la famille », dit-il doucement. « Pas seulement maman et Hugo, tout le monde. Papa, moi, toi. Ça va laisser des cicatrices qui ne guériront jamais. » « La famille est déjà détruite, » répondit Juliette. « Nous ne le savons pas encore. Ou plutôt, les autres ne le savent pas encore. Cette illusion de famille, de cohésion, de confiance, c'est un mensonge. Je ne fais que mettre fin au mensonge. » Théo hocha lentement la tête. « De quoi as-tu besoin de ma part? Tout ce que tu peux trouver. En tant qu'avocat, tu as accès à des ressources que je n'ai pas. Je veux savoir exactement quand ça a commencé. Je veux savoir où ils se sont rencontrés. Je veux savoir qui d'autre était au courant. Et je veux des preuves que personne ne peut nier. » Dans les semaines qui suivirent, Juliette et Théo travaillèrent ensemble comme des détectives sur une affaire. Théo engagea un détective privé, un homme discret nommé Renard, qui connaissait son métier. Les résultats qu'il livra étaient accablants. L'affaire n'avait pas commencé par une rencontre fortuite, mais par une approche systématique de Hugo. Il avait courtisé Mathilde lors d'un dîner de famille, lui avait fait des compliments, l'avait écoutée, lui avait donné le sentiment d'être vue. Mathilde, seule après des années sans partenaire, s'était sentie flattée, avait apprécié l'attention, s'était persuadée que c'était inoffensif. La première rencontre en dehors de la famille avait eu lieu dans un café, 6 semaines avant que l'affaire ne devienne physique. Renard avait trouvé des images de surveillance, des photos de Hugo et Mathilde penchés au-dessus d'une table, leurs têtes proches l'une de l'autre, leurs mains se touchant. Puis vinrent les hôtels. D'abord un en périphérie, discret et anonyme. Plus tard, ils devinrent plus audacieux, se retrouvant dans l'appartement de Mathilde, parfois même dans l'appartement de Juliette et Hugo, quand Juliette était en voyage d'affaires. Juliette lut les rapports avec un visage de pierre. Elle avait cru que rien ne pouvait plus la blesser, mais chaque nouveau détail était un autre coup de couteau. Hugo avait envoyé des fleurs à Mathilde, des bijoux, lui avait écrit des lettres d'amour que Renard avait trouvées sur l'ordinateur de Mathilde. Dans l'une de ces lettres, il était écrit « Tu es tout ce que Juliette n'a jamais été. Avec toi, je me sens comme un homme. » Mathilde avait répondu « J'ai attendu un homme comme toi toute ma vie. Je suis désolé pour Juliette, mais elle comprendra. Un jour, elle comprendra que le vrai amour ne connaît pas de limite. » Juliette dut rire en lisant cela. Un rire amer, creux, qui contenait plus de douleur que d'humour. Le vrai amour, comme si ce qu'ils avaient fait avec quoi que ce soit à voir avec l'amour, c'était de l'égoïsme, de l'égocentrisme pur, le refus de penser ne serait-ce qu'un instant aux conséquences. Théo vint un soir avec un épais dossier. « Tout est là », dit-il en posant le dossier sur la table de la cuisine. Photos, messages, relevés de cartes de crédit, factures d'hôtel, témoignages. Un collègue de Hugo les a vus ensemble, dans un restaurant à Villefranche. Il pensait que c'était la belle-mère de Hugo, n'y a pas pensé plus que ça. Mais il peut témoigner qu'ils se comportaient comme un couple. Juliette ouvrit le dossier et feuilleta les pages.
Chaque document était soigneusement étiqueté, daté, classé. Théo avait fait un travail minutieux. Il y a autre chose, dit Théo avec hésitation. Quelque chose que tu ne voudras peut-être pas entendre. Juliette le regarda. Quoi? Maman en a parlé à son amie Claudine. Il y a des mois déjà, Claudine était au courant. Elle a conseillé à maman de mettre fin à l'affaire, lui a dit que c'était mal. Mais maman ne l'a pas écouté. Claudine le savait? Tante Claudine, qui avait pleuré de joie à son mariage, qui lui envoyait toujours des écharpes tricotées main pour son anniversaire. Elle le savait et n'a rien dit? Elle a gardé le secret, par loyauté envers maman, je suppose. Juliette ferma le dossier. La liste des trahis s'allongeait. Ce n'était pas seulement elle qui avait été trompée, c'était toute la famille, toute la façade d'honnêteté et de cohésion que sa mère avait prêchée toute sa vie. « Je veux parler à Claudine, dit-elle. Avant la fête, tu es sûr? Ça pourrait alerter maman, j'en suis sûre. Claudine mérite de savoir ce qui va se passer. Et je veux entendre sa version. Je veux comprendre comment quelqu'un peut garder le silence pendant qu'une famille est détruite. » La rencontre avec Claudine eut lieu 3 jours plus tard, dans un café du quartier de Confluence, loin des lieux de rendez-vous habituels de la famille. Claudine était une femme fin soixantaine, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux qui se figea quand elle vit l'expression de Juliette. « Tu le sais, dit Claudine, avant même que Juliette n'ait prononcé un mot. Ce n'était pas une question. Oui, depuis 5 semaines. Claudine ferma les yeux. « Je suis tellement désolée, Juliette. Je voulais te le dire tant de fois. Mais Mathilde est ma plus vieille amie. Depuis 40 ans, je ne pouvais pas la trahir. Mais moi, tu pouvais me trahir. Ta filleule. » Les larmes coulèrent sur le visage de Claudine. J'espérais que ça s'arrêterait, qu'elle retrouverait la raison. Je lui ai dit que c'était mal, qu'elle détruisait sa fille. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle était comme obsédée par cet homme. Juliette écouta pendant que Claudine racontait. La solitude de Mathilde après le divorce, son désir d'affection, la façon dont Hugo l'avait séduite. Ce n'était pas une excuse, Claudine le savait, mais c'était une explication. Mathilde était tombée amoureuse d'un fantasme, de l'idée d'être à nouveau jeune et désirable. Hugo lui avait donné ce fantasme et elle avait tout oublié. Quand Juliette partit, Claudine posa une main sur son bras. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle, et il y avait de la peur dans sa voix. « Dire la vérité, répondit Juliette. Devant tout le monde. » Claudine hocha lentement la tête. « Je n'essaierai pas de t'arrêter. Ce qu'ils ont fait était impardonnable. Mais souviens-toi, Juliette, la vengeance est un feu qui brûle aussi celui qui l'allume. » Juliette sourit, un sourire froid et déterminé. « Je suis prête à brûler. » Dans les dernières semaines avant la fête d'anniversaire, Juliette travailla sur sa présentation. Elle choisit les photos qu'elle montrerait, les messages qu'elle lirait, les documents qu'elle présenterait. Elle planifiait chaque moment, chaque révélation, chaque réaction. Ce serait parfait, ce serait dévastateur, ce serait juste. Hugo avait cessé de la contacter. L'avocat lui avait fait savoir que Juliette demanderait le divorce, et soudain, le mari repentant s'était transformé en adversaire calculateur. Il menaçait de revendications, de révélations, de tout ce qu'il pouvait imaginer. Juliette ne se laissa pas décourager. Elle n'avait rien à cacher. Mathilde continuait d'essayer, appelait, écrivait, se tenait même une fois devant la porte de Juliette. Juliette n'ouvrit pas. Elle regarda par le Judas, sa mère debout dans le couloir, l'air plus vieille que jamais, brisée, en pleurs. Une partie de Juliette, une petite partie atrophiée, ressentait de la pitié. Mais ensuite, elle se souvint des messages, des photos, du rire venant de la chambre, et la pitié s'évanouit. 6 jours avant la fête, son père appela. Damien Leclerc, qu'elle voyait rarement depuis le divorce de ses parents, dont elle n'avait jamais voulu rencontrer la nouvelle femme, dont elle avait observé la vie de loin comme celle d'un étranger. « Juliette, dit-il, sa voix rauque et inhabituellement chaleureuse. Je suis content que tu viennes à mon anniversaire. Ça compte beaucoup pour moi. »« Bien sûr, papa, » répondit-elle. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Il y eut une pause.
Puis, tout va bien, chérie? Théo dit que tu as des difficultés avec Hugo. Juliette ferma les yeux. Rien que je ne puisse gérer, papa. On se voit samedi. Quand elle raccrocha, elle se demanda si son père savait ce qui allait se passer, si Théo lui avait dit quelque chose. Mais non, Théo avait promis de garder le silence, et Théo tenait ses promesses, contrairement à tous les autres dans cette famille. La nuit avant la fête, Juliette resta éveillée dans son lit. Demain, tout serait terminé. Les mensonges, les masques, les illusions. Demain, la vérité éclaterait au grand jour, et plus rien ne serait jamais comme avant. Elle était prête. Le samedi du 70e anniversaire de Damien Leclerc se leva avec un ciel d'un bleu éclatant au-dessus de Lyon. C'était l'un de ces jours de printemps parfaits où la ville baignait dans une lumière dorée et où les gens se répandaient dans les rues pour célébrer la vie. Juliette se tenait à la fenêtre de son appartement et regardait les premiers rayons du soleil effleurer les toits de la vieille ville. Dans quelques heures, tout serait terminé. Les mensonges, les masques, le spectacle qu'ils jouaient tous depuis des mois. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, pas par nervosité, mais par une étrange sorte d'anticipation qui l'effrayait elle-même. Elle avait planifié chaque moment de la soirée à venir, chorégraphié chaque révélation, anticipé chaque réaction possible. Ce serait parfait. Ça devait être parfait. Son père avait loué un restaurant dans le quartier de la Presqu'île. Un établissement élégant avec vue sur la Saône, connu pour sa haute cuisine française et son atmosphère discrète. 50 invités étaient les conviés, familles, vieux amis, anciens collègues de l'hôpital. Damien avait insisté pour que Mathilde vienne aussi, malgré leur divorce 15 ans plus tôt. Ils étaient toujours une famille, après tout, avait-il dit, et les enfants ne devaient pas avoir à choisir entre leurs parents. Juliette avait souri en entendant cela. Une famille, comme si ce mot avait encore une signification après tout ce qui s'était passé. Théo passa vers 11 heures, un gobelet de café à la main et des cernes sombres sous les yeux. Il avait l'air de n'avoir pas dormi non plus. « Tu es prête ?» demanda-t-il quand Juliette lui ouvrit la porte. « Aussi prête que possible » répondit-elle en le faisant entrer dans le salon. Sur la table basse se trouvait l'ordinateur portable qu'elle avait préparé pour la présentation. À côté, une clé USB avec toutes les preuves, une copie de sauvegarde au cas où quelque chose tournerait mal. Juliette n'avait rien laissé au hasard. Elle avait même un deuxième ordinateur portable dans son sac, au cas où le premier tomberait en panne. Théo s'assit sur le canapé et fixa les appareils. « J'ai réfléchi toute la nuit, dit-il, et je ne suis toujours pas sûr qu'on fait ce qu'il faut. » Juliette le regarda. « Des doutes ? Pas des doutes sur la chose elle-même. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais la façon dont on le fait, devant tout le monde, à l'anniversaire de papa, il va avoir 70 ans, Juliette. Ça devrait être son jour, pas une scène pour notre vengeance. » Juliette s'assit à côté de son frère. Elle prit sa main, sentit comme elle tremblait. « Ce n'est pas de la vengeance, dit-elle doucement. C'est la justice. C'est la fin du mensonge. Papa mérite de connaître la vérité. Il a passé 20 ans de sa vie avec une femme qui ne l'a jamais respecté. Il a accueilli Hugo dans notre famille, l'a traité comme un fils. Il mérite de savoir qui sont vraiment ces gens. » Théo resta longtemps silencieux. Puis il hocha lentement la tête. « Tu as raison. Je sais que tu as raison. C'est juste difficile d'imaginer ce qui vient après. Ce qui vient après, c'est la vérité. Et la vérité est toujours meilleure qu'un mensonge, peu importe combien elle fait mal. » Ils passèrent la matinée à discuter des détails techniques. Le restaurant avait un vidéoprojecteur pour les présentations, que Juliette avait réservé à l'avance, soi-disant pour un diaporama de vieilles photos de famille. Le propriétaire n'avait rien trouvé à redire. C'était après tout une fête d'anniversaire, et les vieilles photos en faisaient partie. Il ne se doutait pas du type de photos que Juliette allait montrer. La présentation était divisée en 3 parties. La première montrait la chronologie de l'affaire, des photos de Hugo et Mathilde lors de leur rencontre secrète, des factures d'hôtel, des données de localisation. La deuxième partie contenait les messages qu'ils avaient échangés, les plus intimes et les plus accablants que Juliette avait pu trouver. La troisième partie
était une compilation des mensonges que tous deux lui avaient racontés au fil des mois, confrontés à la réalité. C'était un chef-d'œuvre d'humiliation, et Juliette n'en éprouvait aucune honte. Elle n'éprouvait plus rien du tout, sauf une froide détermination qui la portait chaque jour comme une armure. À 3 heures de l'après-midi, Mathilde appela. Juliette vit le nom sur l'écran et hésita. Théo la regarda d'un air interrogateur. Elle décrocha. « Chérie, la voix de Mathilde était nerveuse, haletante. Je voulais te demander si on pouvait se voir avant la fête. Juste un moment, je dois te parler avant qu'on soit tous ensemble. » Le cœur de Juliette battit plus vite, mais sa voix resta calme. « De quoi veux-tu parler, maman ? » ?»« De tout. De Hugo, de nous, de l'avenir. Je sais que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être. Mais s'il te plaît, Juliette, donne-moi une chance de m'expliquer. Avant qu'on soit devant ton père, avant que tous les autres soient là, laisse-moi te dire ce qui s'est vraiment passé. » Juliette ferma les yeux. La tentation était grande de confronter sa mère, de lui dire en face ce qu'elle pensait d'elle. Mais cela ruinerait tout. Mathilde serait prévenue, pourrait ne pas venir à la fête, pourrait prévenir Hugo. Cela ne devait pas arriver. « Pas aujourd'hui, maman, dit-elle, sa voix douce, presque affectueuse. Aujourd'hui, c'est le jour de papa, on pourra parler après la fête. » Il y eut une pause. Puis, « Tu vas faire quelque chose, Juliette, à la fête ? J'ai le sentiment... » ?»« Je ne sais pas. J'ai peur. » »« De quoi as-tu peur, maman ? » ?»« De toi. De ce que tu pourrais faire. » Juliette sourit, bien que sa mère ne puisse pas le voir. « Tu me connais, maman. Je fais toujours ce qui est juste. On se voit ce soir. » Elle raccrocha avant que Mathilde puisse répondre. Théo la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Elle soupçonne quelque chose, dit-il. Elle soupçonne, mais elle ne sait pas. Et même si elle savait, que pourrait-elle faire? Ne pas venir, ça briserait le cœur de papa. Prévenir tout le monde. Qui? Hugo. Il ne viendrait de toute façon pas s'il savait ce que j'ai prévu. Non, elle va venir. Elle va sourire et faire comme si de rien n'était, et ensuite elle assumera les conséquences de ses actes. » À 6 heures du soir, Juliette commença à se préparer pour la fête. Elle choisit une robe noire, élégante et simple, la robe d'une femme qui savait ce qu'elle faisait. Elle se maquilla soigneusement, précisément, un masque pour le masque qu'elle porterait toute la soirée. Dans le miroir, elle vit une étrangère, une femme aux yeux froids et à un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Elle pensa à Hugo, aux années qu'elle avait passées avec lui, les vacances communes, les longues conversations, les projets d'avenir. Ils avaient parlé d'enfants, d'une maison en banlieue, de la vieillesse qu'ils passeraient ensemble, tout des mensonges. Pendant qu'il faisait ses projets avec elle, il était dans le lit de sa mère et planifiait un autre avenir. Théo frappa à la porte de la salle de bain. « On devrait y aller, dit-il. Le restaurant est à 20 minutes. » Juliette prit son sac, vérifia une dernière fois que la clé USB était bien rangée et suivit son frère dehors. L'air du soir était doux, le ciel se teintait d'orange et de rose au-dessus des toits de Lyon. C'était une belle soirée pour une destruction. Arrivés au restaurant, ils furent accueillis par la nouvelle femme de Damian, Isabelle, une femme aimable d'une 50aine d'années qui essayait toujours de construire un pont entre Damien et ses enfants. « Juliette, Théo, comme c'est bon que vous soyez là. Votre père va être si content. » Juliette sourit poliment et se laissa guider vers sa place. La salle était déjà à moitié remplie d'invités qui buvaient du champagne et mangeaient des canapés. Elle reconnut quelques visages, oncle Marcel, tante Brigitte, des cousins et cousines qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Tous souriaient, tous bavardaient, tous inconscients. Son père était assis en bout de table, entouré de vieux amis. Il avait l'air bien pour ses 70 ans, les cheveux gris argentés, le dos droit, les yeux vifs et bienveillants. Quand il vit Juliette, il se leva et vint vers elle, les bras ouverts. « Ma fille, » dit-il en la serrant fort dans ses bras, « je suis si heureux que tu sois là. »« Bon anniversaire, papa, » dit Juliette en lui rendant son étreinte. Elle sentit son cœur se serrer. Son père n'avait rien fait, était innocent de tout,
et pourtant ce soir, il perdrait plus que tous les autres. Était-ce juste? Était-ce équitable? Mais alors, elle se souvint de la vérité qu'il méritait, des années de mariage avec une femme qui ne l'avait jamais aimé, du droit de construire sa vie sur des faits, pas sur des mensonges. Oui, c'était juste. C'était la seule chose juste. Mathilde arriva à 7h30, seule, dans une élégante robe bleue que Juliette lui avait offerte pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Elle avait l'air nerveuse, ses yeux parcouraient la pièce, cherchant Juliette, la trouvant, retenant son regard un moment trop long. Juliette lui sourit, un sourire amical et inoffensif, et vit Mathilde se détendre visiblement. Peut-être s'était-elle trompée, peut-être que rien n'allait se passer ce soir, peut-être que tout allait bien. Hugo arriva à 8h, juste au moment où le dîner commençait. Juliette ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, mais il était là, dans un costume gris foncé, ses cheveux parfaitement coiffés, son sourire charmant comme toujours. Il alla directement vers Damien, lui serra la main, lui souhaita un bon anniversaire. Puis son regard chercha Juliette. Elle le regarda, sans sourire, sans réagir. Il hésita, se détourna, et s'assit à une place à l'autre bout de la table, aussi loin d'elle que possible. Mathilde était assise au milieu, coincée entre oncle Marcel et une cousine qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle ressemblait à une prisonnière, attendant son verdict. Le dîner s'éternisa. Plat après plat fut servi. Des discours furent prononcés, des toasts portés. Juliette mangeait peu, buvait encore moins, observait la scène avec la distance d'une spectatrice. Théo, à côté d'elle, était tendu, sa main sous la table serrée en poing. « Quand ?» murmura-t-il. « Après le dessert. Avant le gâteau. J'ai dit au gérant que je préparerais une surprise pour papa. Un diaporama. Il allumera le projecteur quand je donnerai le signal. » Le dessert arriva et repartit. Les invités étaient repus et contents, les rires devenaient plus forts, les conversations plus animées. Damien rayonnait, entouré de gens qui l'aimaient pour son 70e anniversaire, dans un beau restaurant, avec sa famille autour de lui. « Maintenant, » dit Juliette en se levant. Elle alla vers le gérant, lui fit un signe de tête, et le projecteur s'alluma. Une surface blanche apparut sur le mur derrière la place de Damien. Les conversations se turent, les invités se retournèrent, pleins d'attente, curieux. Juliette se plaça devant l'assemblée. Dans sa main, elle tenait un verre de champagne qu'elle n'avait pas l'intention de boire. « Chers invités, » commença-t-elle, sa voix claire et ferme, « nous sommes ici ce soir pour célébrer mon père, 70 ans. Une longue vie pleine de succès, d'amour, de famille. » Elle fit une pause, laissa son regard parcourir la foule, jusqu'à ce qu'il se pose sur Mathilde. « Mais avant de couper le gâteau, je voudrais vous montrer quelque chose que mon père mérite de savoir, quelque chose que nous méritons tous de savoir. » Elle fit un signe au gérant, et la première image apparut sur l'écran. Hugo et Mathilde, étroitement enlacés, devant un hôtel en périphérie de Lyon. Le silence qui suivit fut absolu. La première image restait suspendue dans l'air comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. Hugo et Mathilde, leurs corps pressés l'un contre l'autre, devant un hôtel dont le nom était clairement lisible sur l'enseigne à l'arrière-plan. L'horodatage dans le coin indiquait le 15 mars 2018, une date à laquelle Juliette était à une conférence à Paris, tandis que Hugo était censé faire des heures supplémentaires au bureau. Personne ne parlait, personne ne bougeait. 50 personnes fixaient l'écran, leur cerveau essayant de traiter ce que leurs yeux voyaient. Juliette observa sa mère, vit comment le sang quittait le visage de Mathilde, comment ses mains commençaient à trembler, comment elle voulut se lever puis resta assise, coincée entre l'impossibilité de fuir et l'impossibilité de rester. Hugo réagit différemment. Il se leva brusquement, sa chaise bascula en arrière et tomba avec un fracas sonore. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il, sa voix une octave plus haute que d'habitude. « Juliette, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Juliette sourit. C'était un sourire froid, le sourire d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. « Je montre la vérité, Hugo. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu, l'honnêteté dans notre mariage ?» Elle appuya sur le bouton pour l'image suivante.
Hugo et Mathilde dans un restaurant, leurs mains entrelacées sur la table, leurs visages proches l'un de l'autre. Un dîner romantique, si évident, si indéniable. Puis l'image suivante, Mathilde quittant l'appartement de Hugo, un jour où Juliette était en voyage d'affaires. Les données de localisation du téléphone de Hugo montrant qu'il n'était pas au bureau ce jour-là, mais chez lui avec sa mère. Damien Leclerc n'avait pas encore prononcé un mot. Il était assis à sa place en bout de table, son regard fixé sur l'écran, son visage comme sculpté dans la pierre. À côté de lui, Isabelle avait saisi sa main, ses yeux écarquillés d'horreur. « Arrête !» cria soudain Mathilde. « Juliette, s'il te plaît, arrête, ce n'est pas... » « On peut expliquer. » « Expliquer !» Juliette se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que tu veux expliquer, maman ? Que tu as couché avec mon mari pendant 14 mois, que vous étiez dans mon lit pendant que j'étais au travail, que vous vous moquiez de moi dans vos messages. » Elle appuya à nouveau sur le bouton, et maintenant les messages textes apparaissaient sur l'écran, agrandis, lisibles par tous. Hugo à Mathilde. « Tu me manques. Juliette est si ennuyeuse comparée à toi. Avec toi, je me sens vivant. » Mathilde à Hugo. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à la nuit dernière. Quand est-ce qu'on se revoit ?» Hugo à Mathilde. « Samedi. Juliette pense que je suis à la salle de sport. Comme d'habitude. » Un halètement parcourut la salle. Tante Brigitte avait porté sa main à sa bouche. Oncle Marcel fixait avec incrédulité son ancien beau-frère et son ex-femme. Les cousins et cousines chuchotaient entre eux, leur visage un mélange de choc et de fascination morbide. Juliette continua. Image après image, message après message. Elle montra les factures d'hôtel, les relevés de cartes de crédit, les témoignages. Elle montra tout ce qu'elle avait rassemblé ces dernières semaines, chaque détail accablant, chaque preuve de la trahison. Ça suffit. La voix de Damien trancha le silence comme un scalpel. Il se leva, lentement, comme si chaque mouvement lui causait de la douleur. Ses yeux, qui 1 heure plus tôt étaient encore chaleureux et bienveillants, étaient maintenant froids, comme la glace. Il ne s'adressa pas à Juliette, mais à Mathilde, son ex-femme, la mère de ses enfants, la femme avec qui il avait passé 20 ans de sa vie. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Sa voix était calme, mais en dessous bouillonnait quelque chose que Juliette n'avait jamais entendu chez son père. Une rage d'autant plus menaçante qu'elle était si contrôlée. Mathilde tremblait de tout son corps. Les larmes ruisselaient sur son visage, son maquillage était barbouillé, sa façade soigneusement construite s'était effondrée en quelques minutes. « Damien, ce n'est pas comme ça en a l'air. On ne voulait pas. Ça s'est développé. » Damien fit un pas vers elle. Ses mains étaient serrées en poing, mais il les gardait le long de son corps, sous contrôle. « J'ai couché avec le mari de notre fille, et ça s'est développé. » Il se tourna vers Hugo, qui était toujours debout, son visage pâle, son sourire charmant définitivement disparu. « Et toi ?» Il ne put terminer sa phrase. Les mots semblaient lui rester coincés dans la gorge. « Monsieur Leclerc, commença Hugo, je sais que ça a l'air mauvais, mais si vous me permettiez d'expliquer. » « Expliquer ?» Damien rit, un son dur et amer. « Qu'y a-t-il à expliquer ? Tu as détruit ma famille. Tu as trompé ma fille avec sa propre mère. Il n'y a aucune explication qui puisse justifier cela. » Tante Brigitte se leva, son visage rouge d'indignation. « C'est la chose la plus répugnante que j'ai jamais entendue. » Mathilde, comment as-tu pu ? Ta propre fille, ta propre chair et ton propre sang. D'autres invités commencèrent à parler, tous en même temps, un chœur d'accusation et de consternation. Mathilde essaya de fuir, mais le chemin vers la porte était bloqué par des gens qui lui parlaient, lui demandaient comment elle avait pu faire ça, à quoi elle avait pensé. Hugo tenta l'autre approche. Il s'approcha de Juliette, sa voix maintenant suppliante, presque désespérée. « Juliette, s'il te plaît, je sais que j'ai fait des erreurs, mais ça, devant tout le monde, ce n'était pas nécessaire. On aurait pu régler ça en privé. » « En privé ?» Juliette le regarda, et pendant un moment, quelque chose perça sa façade froide. Douleur, colère, chagrin, toutes les émotions qu'elle avait réprimées depuis des semaines. « Tu as baisé ma mère en privé pendant 14 mois, Hugo.
Tu m'as menti en face chaque jour. Tu as écrit « On devrait parler quand tu seras prête » alors que tu sentais encore son odeur sur toi. Tu as renoncé à tout droit à la vie privée au moment où tu es monté dans son lit. Hugo recula comme si elle l'avait frappé. Son masque était définitivement tombé, et en dessous, il n'y avait que du vide, un homme sans substance dont toute la vie était construite sur la tromperie. Théo se plaça à côté de sa sœur. Il était resté silencieux tout ce temps, avait observé la scène comme un témoin lors d'un procès. Maintenant, il posa une main sur l'épaule de Juliette, un geste silencieux de soutien. Mathilde avait finalement réussi à se libérer de la foule. Elle se tenait maintenant au milieu de la salle, entourée de gens qu'il avait connus toute sa vie et qui la regardaient maintenant comme une étrangère. Sa posture était affaissée, son élégance disparue. Juliette. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Pourquoi? Pourquoi devant tout le monde? Tu aurais pu me le dire en privé. On aurait pu trouver une solution. Juliette fixa sa mère, la femme qui l'avait mise au monde, qui l'avait élevée, qui lui avait appris ce qui était bien et ce qui était mal. La femme qu'elle avait aimée plus que tout au monde, avant que cet amour ne se transforme en cendres. Une solution, répéta Juliette. Quelle sorte de solution, maman? Qu'on fasse comme si rien ne s'était passé, que Hugo et toi continuiez à vous voir en secret pendant que je joue l'épouse qui ne se doute de rien? Que papa fête son 70e anniversaire avec une femme qui ne l'a jamais respecté et qui baise son gendre? Quelle sorte de solution ça aurait été? Mathilde tressaillit à chaque mot, comme si elle était frappée physiquement. Je t'ai aimée, Juliette. Je t'aime toujours. Ça, avec Hugo, ça n'avait rien à voir avec toi. C'était ma solitude, ma faiblesse. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu m'as blessé, maman. Tu as tout détruit. Pas moi, pas cette présentation. Toi et Hugo, vous avez pris la décision de me trahir. Chaque jour, pendant 14 mois, je ne fais que mettre fin aux mensonges que vous avez créés. Damian était resté silencieux pendant cet échange. Maintenant, il s'avança, entre sa fille et son ex-femme. Son visage avait vieilli ces dernières minutes, les rides plus profondes, les épaules courbées. « Assez, dit-il, et sa voix n'admettait aucune contradiction. Il regarda Mathilde longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « J'ai passé 20 ans de ma vie avec toi. J'ai cru que tu m'aimais, à ta façon. Je t'ai pardonné quand tu as voulu le divorce. J'ai pensé qu'on pourrait rester amis, pour les enfants. » Il secoua la tête. « Mais ça, c'est impardonnable. Damien, s'il te plaît. » Mathilde tendit une main vers lui, mais il recula. « Pars. » Sa voix était sans timbre, vide. « Pars et emmène-le avec toi. » Il désigna Hugo sans le regarder. « Je ne veux plus jamais revoir aucun de vous deux. » Mathilde s'effondra. Elle tomba à genoux au milieu du restaurant, entourée de 50 personnes qui la connaissaient et la méprisaient. Ses sanglots remplirent la salle, un son d'effondrement total. Hugo alla vers elle, non par affection, mais par l'instinct d'un homme qui reconnaissait que son allié s'effondrait. « Viens, Mathilde, on devrait partir. » Il essaya de la relever, mais elle le repoussa. « Ne me touche pas. » Sa voix était soudain tranchante, pleine d'amertume. « Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as séduite, tu m'as fait des promesses. » Il retira sa main comme s'il s'était brûlé. « Ma faute? Tu le voulais autant que moi, Mathilde. Ne joue pas la pauvre femme séduite ici. Tu savais exactement ce que tu faisais. » Les accusations volaient entre eux, deux personnes qui s'aimaient encore 1 heure plus tôt et qui essayaient maintenant de rejeter la faute sur l'autre. Juliette les observait avec un étrange détachement. C'était donc ça, le vrai amour dont sa mère avait parlé, un amour qui, au premier signe de difficulté, se désintégrait en accusations mutuelles. Finalement, tous deux quittèrent le restaurant, Mathilde soutenue par Hugo qui l'attirait plus qu'il ne la guidait. Les invités reculèrent comme s'ils souffraient d'une maladie contagieuse. Personne ne prononça un mot d'adieu. Le silence qui suivit était assourdissant. Théo alla vers le gérant et lui demanda d'éteindre le projecteur. L'image sur l'écran disparut, mais les images dans les esprits des gens resteraient. Damien se rassit,
lourdement, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. Isabelle prit sa main, mais il ne sembla pas le remarquer. Il fixait la place vide où Mathilde avait été assise, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que Juliette ne pouvait identifier, du chagrin, de la colère, ou peut-être juste de l'épuisement. « Papa, » dit Juliette doucement en s'asseyant à côté de lui, « je suis désolée de l'avoir fait comme ça, le jour de ton anniversaire. Mais tu avais le droit de savoir. » Damien la regarda. Pendant un long moment, il ne dit rien, puis il hocha lentement la tête. « Oui, » dit-il, « j'avais le droit de savoir. » Il se tut à nouveau, puis ajouta, « Mais le prix, Juliette, le prix est si élevé. » Elle savait ce qu'il voulait dire. Le prix n'était pas seulement l'humiliation de Mathilde ou le démasquage de Hugo. Le prix était la famille elle-même, l'illusion de cohésion qu'ils avaient tous maintenue si longtemps. Le prix était la confiance qui ne serait plus jamais entièrement rétablie. Le prix était cette soirée, qui aurait dû être son 70e anniversaire et qui était devenue le jour où tout s'était effondré. « Je sais, papa, » dit Juliette, « je sais. » Les invités commencèrent lentement à partir. Certains vinrent vers Damien, serrèrent sa main, murmurèrent des condoléances, comme si quelqu'un était mort. D'une certaine façon, c'était le cas. Tante Brigitte serra Juliette fort dans ses bras, lui murmura à l'oreille « Tu as fait ce qu'il fallait, chérie. La vérité devait éclater. » D'autres ne dirent rien, la regardèrent seulement avec un mélange de pitié et de malaise, ne sachant pas s'ils devaient la consoler ou la condamner. Quand les derniers invités furent partis, seuls Juliette, Théo, Damien et Isabelle restaient à table. Les serveurs débarrassaient silencieusement, évitant de regarder le petit groupe. Le gâteau, qui n'avait jamais été coupé, fut emporté intact dans la cuisine. « Et maintenant ?» demanda finalement Théo. « Maintenant » dit Damien en se levant lentement. « Maintenant nous rentrons chez nous, chacun de son côté. Et demain ?» Il s'interrompit, secoua la tête. « Demain, nous verrons. » Il partit, soutenu par Isabelle, sans se retourner. Théo regarda Juliette. « Tu vas t'en sortir ?»« Oui, » dit-elle. « Oui, je vais m'en sortir. » Mais quand elle se retrouva seule dans le restaurant vide, entourée des décombres de sa famille, elle n'en était plus si sûre. Elle avait fait ce qu'elle voulait faire. Elle avait révélé la vérité, arraché les masques, démasqué les menteurs. Mais Claudine avait eu raison. La vengeance était un feu qui brûlait aussi celui qui l'allumait. Juliette sentait déjà les flammes. Les semaines qui suivirent le dîner passèrent dans un brouillard de bureaucratie et de silence. Juliette fonctionnait comme elle l'avait fait depuis la découverte, allait au travail, accomplissait ses tâches, parlait aux gens sans être vraiment présente. Les papiers du divorce furent déposés, l'appartement fut partagé, la vie commune avec Hugo fut emballée dans des cartons et répartie entre deux existences séparées. C'était étonnant de voir à quelle vitesse 8 ans de mariage pouvaient être transformés en documents juridiques et listes d'inventaire. Hugo avait quitté Lyon 2 semaines après la fête. Il avait accepté un poste à Paris, loin des gens qui savaient maintenant qui il était vraiment. Sa réputation à Lyon était ruinée. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre, de bouche à oreille, d'écran à écran. Le charmant directeur marketing qui avait couché avec la mère de sa femme. L'histoire était trop belle pour ne pas être racontée. Juliette n'avait reçu aucune nouvelle de lui depuis son départ. La communication passait exclusivement par les avocats, froides et professionnels. Ils ne demandaient rien, acceptaient les conditions que Juliette posait, signaient ce qui devait être signé. C'était comme s'il avait abandonné, comme si l'humiliation publique avait éteint tout esprit combatif en lui. Ou peut-être était-il simplement content de s'en tirer, de prendre un nouveau départ, quelque part où personne ne connaissait son histoire. Mathilde était une autre affaire. Elle avait essayé de contacter Juliette dans les premiers jours après le dîner, des dizaines d'appels, de messages, même des lettres qui atterrissaient dans la boîte aux lettres de Juliette. Juliette n'avait répondu à rien. Elle ne pouvait pas. Chaque fois qu'elle voyait le nom de sa mère, tout revenait, les images, les sons, la douleur. Elle n'était pas encore prête à pardonner. Elle ne savait pas si elle le serait jamais.
Théo la tenait informée à contre-cœur, mais consciencieusement. Mathilde avait également quitté Lyon, était allée vivre chez sa sœur à Marseille. Elle s'était effondrée, disait Théo, avait commencé un traitement psychiatrique, parlait à peine. La honte l'avait détruite, plus efficacement que n'importe quelle punition n'aurait pu le faire. Juliette savait qu'elle devrait ressentir de la pitié. Une partie d'elle, une petite partie atrophiée, en ressentait peut-être. Mais la plus grande partie ne ressentait que du vide, un engourdissement qui s'était posé surtout comme une couverture de glace. Un mois après le dîner, Juliette commença une thérapie. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce que Théo insistait, parce que son corps commençait à montrer ce que son esprit cachait. Elle ne dormait plus correctement, mangeait à peine, avait des crises de panique au milieu des réunions. Son patron l'avait prise à part, inquiet, compréhensif, lui avait proposé de prendre du temps. Elle avait refusé, avait dit que le travail était la seule chose qui la faisait avancer. Mais elle savait qu'elle mentait. La thérapeute s'appelait Dr Nathalie Fournier, une femme d'une 50aine d'années aux yeux calmes et une voix qui rappelait le velours à Juliette. Elle posait des questions auxquelles Juliette ne voulait pas répondre, fouillait dans des blessures que Juliette avait crues guéries bien avant que Hugo et Mathilde ne les rouvrent. « Parlez-moi de votre enfance », avait dit le docteur Fournier lors de la première séance. Juliette avait ri. « Mon enfance. Je suis ici à cause de mon mari et de ma mère, pas à cause de mon enfance. » Mais le docteur Fournier avait simplement hoché la tête, patiente, sachante. Le traumatisme n'existe pas dans le vide, Juliette. Ce qui se passe dans le présent est souvent lié à ce qui s'est passé avant. Aidez-moi à comprendre qui vous étiez, avant que tout cela n'arrive. Alors Juliette raconta. Le divorce de ses parents, quand elle avait 19 ans. Le sentiment d'être déchirée entre deux personnes qu'elle aimait toutes les deux. Damien, qui travaillait toujours absent, qui avait toujours des choses plus importantes à faire que d'être avec sa famille. Mathilde, qui essayait de combler le vide, qui essayait d'être mère et père en même temps et qui atteignait ses limites. Elle parla de sa peur de l'abandon, qui l'avait accompagnée toute sa vie, de sa tendance à s'accrocher aux gens, même quand elle aurait dû lâcher prise depuis longtemps, de sa colère qu'elle avait réprimée si longtemps qu'elle ne savait plus où elle commençait et où elle finissait. Le docteur Fournier écoutait, hochait la tête, posait parfois des questions. Après la 3e séance, elle dit quelque chose qui ne quitta plus Juliette. « Vous avez humilié publiquement votre mère et votre mari pour les punir. C'est compréhensible. Mais je me demande si c'était vraiment seulement une question de punition, ou si c'était aussi pour reprendre le contrôle qui vous avait été enlevé quand vous avez découvert la trahison. » Juliette y avait réfléchi, longtemps après la séance, seule dans son appartement, qui semblait maintenant tellement plus vide sans la présence de Hugo. Le contrôle. Était-ce vraiment la raison? Avait-elle choisi la révélation publique? Non pas parce que c'était juste, mais parce que cela lui donnait le sentiment d'avoir à nouveau du pouvoir sur une situation qui l'avait rendue impuissante. La réponse, quand elle vint, était inconfortable. Oui, une partie d'elle avait voulu le contrôle, avait savouré le pouvoir qu'elle avait eu en ce moment, debout devant 50 personnes, révélant la vérité. Avait vu la peur dans les yeux de Mathilde et ressenti de la satisfaction. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la vengeance dans sa forme la plus pure, la plus laide. Mais il y avait aussi l'autre partie, la partie qui avait vraiment cru que la vérité était plus importante que tout le reste. La partie qui ne pouvait pas supporter que son père fête son 70e anniversaire avec une femme qui ne l'avait jamais respecté. La partie qui voulait que tout le monde connaisse la vérité pour que plus personne ne soit trompé. Les deux étaient vrais. La justice et la vengeance, la douleur et la satisfaction, l'amour et la haine. Les gens étaient compliqués, leur motivation rarement pure. Juliette commençait à comprendre qu'elle n'était pas une exception. 2 mois après le dîner, Juliette rendit visite à son père. C'était la première fois depuis la fête qu'elle le voyait en tête-à-tête. Ils se retrouvèrent dans sa maison en banlieue, la maison qu'il partageait avec Isabelle,
Un bâtiment moderne avec de grandes fenêtres et un jardin soigné. Damien avait l'air plus vieux que lors de la fête, les rides de son visage plus profondes, sa démarche plus lente. Il serra Juliette dans ses bras à la porte, fort et longtemps, et elle sentit quelque chose céder en elle, une résistance qu'elle n'avait pas su qu'elle avait construite. Ils s'assirent dans la véranda, burent du thé, parlèrent de choses sans importance. Le temps, le travail de Juliette, la nouvelle passion d'Isabelle pour le jardinage. C'était une danse autour de l'évidence, une tentative de restaurer la normalité là où il n'en existait plus. Finalement, Damien brisa le silence. « J'étais en colère contre toi, dit-il, après le dîner. J'étais tellement en colère que je ne voulais pas te voir. » Juliette hocha la tête. « Je sais, papa. Mais maintenant... » Il soupira. « Maintenant, je comprends mieux. Je ne sais pas si j'aurais fait pareil. Je ne sais pas si j'aurais eu la force, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Je ne voulais pas te faire de mal, dit Juliette. Ce n'a jamais été mon intention de gâcher ton anniversaire. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus garder le silence. Damien prit sa main. Sa peau était fine et ridée, la main d'un vieil homme. J'ai vécu 45 ans avec la question de savoir pourquoi Mathilde ne m'a jamais vraiment aimé, dit-il doucement. J'ai pensé que c'était ma faute, que j'avais trop travaillé, que je n'avais pas passé assez de temps avec elle, que je n'avais pas été le mari qu'elle méritait. Il secoua la tête. Mais maintenant, je sais que ça n'a jamais été question de moi. Mathilde ne pouvait pas aimer, pas vraiment. Elle ne pouvait que prendre. Juliette resta silencieuse. Elle n'avait jamais réfléchi à la façon dont son père avait vécu le mariage avec Mathilde. Il avait toujours été l'absent dans sa mémoire, l'homme trop occupé pour sa famille. Mais peut-être n'était-ce qu'un côté de l'histoire. Peut-être s'était-il retiré parce que la vie avec Mathilde était devenue insupportable. « Tu as parlé à Théo » demanda-t-elle. « Oui, il était ici hier. Il lutte, mais il s'en sortira. Il est fort, comme sa sœur. » Juliette sourit faiblement. « Je ne me sens pas forte, papa. La force ne signifie pas ne pas avoir de douleur, dit Damien. La force signifie continuer malgré la douleur. Et c'est ce que tu fais, Juliette. Chaque jour. » Elle resta pour le dîner. Isabelle cuisina, Damien servit le vin, et pendant quelques heures, la vie sembla presque normale. Ce n'était pas la fin de la douleur, pas le début d'une guérison, mais c'était quelque chose. Un premier pas sur un long chemin. 3 mois après le dîner, Juliette reçut une lettre. Pas une lettre ordinaire, mais une longue lettre manuscrite sur du papier crème qui sentait le parfum de sa mère. Elle reconnut immédiatement l'écriture, les boucles élégantes, la légère inclinaison vers la droite. Elle n'ouvrit pas la lettre tout de suite. Elle resta 3 jours sur sa table de cuisine, avant qu'elle ne trouve le courage de la lire. « Ma Juliette bien-aimée » commençait-elle. « Je ne sais pas si tu liras jamais cette lettre. Je ne sais pas si tu me pardonneras jamais. Mais je dois t'écrire parce que le silence me tue. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Je t'ai trahi de la pire façon possible, non seulement en tant qu'épouse, mais en tant que fille. J'ai détruit la confiance que tu avais en moi, la confiance qu'une mère devrait mériter. Je ne veux pas faire d'excuses, il n'y en a pas. Mais je veux que tu comprennes, même si comprendre ne signifie pas pardonner. Après le divorce de ton père, j'étais si seule, Juliette. Pendant 15 ans, j'ai essayé d'être seule, de me suffire à moi-même. Mais j'ai échoué. J'aspirais à être à nouveau vue, à être à nouveau désirée, à être à nouveau vivante. Et puis Hugo est arrivé. Il était charmant, attentionné, intéressé par moi. Il m'a donné le sentiment que je valais encore quelque chose, que j'étais encore une femme, pas seulement une mère, une future grand-mère, une relique d'une autre époque. Je savais que c'était mal, je le savais dès le début. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Ce n'est pas une excuse, c'est seulement la vérité, une vérité pitoyable et triste. Ce que tu as fait lors de la fête m'a détruite. Je ne veux pas mentir. L'humiliation, la douleur, la honte, cela m'a amené dans un endroit dont je ne savais pas qu'il existait. Mais je suis maintenant en thérapie, je travaille sur moi-même, j'essaie de comprendre comment j'ai pu devenir la personne qui a fait cela. Je n'attends pas de réponse, Juliette, je n'attends pas de pardon, mais je veux que tu saches que je t'aime, que je t'ai toujours aimé,
que mes actes n'effacent pas cet amour, même s'ils l'ont souillé pour toujours. Si tu es un jour prête à parler, je serai là. Si tu n'es jamais prête, je comprendrai. Mais sache qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi, où je ne regrette pas ce que j'ai fait. Avec amour, ta mère Juliette lut la lettre 3 fois. Puis elle la plia, la rangea dans un tiroir et le ferma. Elle ne savait pas quoi faire des mots de sa mère. Elle ne savait pas si elle pourrait jamais pardonner. Mais la lettre était là, un signe que Mathilde était encore en vie, qu'elle luttait, qu'elle essayait de comprendre. Peut-être que c'était suffisant, pour le moment. 6 mois après le dîner, Juliette était assise dans son nouvel appartement, un petit appartement lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse, loin des souvenirs, loin du passé. Elle avait vendu l'ancien appartement, avait laissé derrière elle tout ce qui lui rappelait Hugo. C'était le soir. Le soleil se couchait sur Lyon et Juliette regardait la lumière se déplacer sur les toits. Dans sa main, elle tenait un verre de vin, la première gorgée depuis des mois qu'elle savourait sans qu'il ait un goût d'amertume. Le divorce était finalisé. Hugo était de l'histoire ancienne, un nom sur un document, un souvenir qui s'estompait lentement. Mathilde était toujours à Marseille, toujours en thérapie, toujours le silence entre elles. Mais Juliette avait commencé à penser à la contacter. Pas pour pardonner, pas encore, mais peut-être pour comprendre. Théo venait dîner une fois par semaine. Damien appelait chaque dimanche. La famille n'était plus ce qu'elle avait été, mais elle existait encore, sous une forme nouvelle, changée. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était tout ce qu'on pouvait attendre de la vie. Juliette pensa au prix qu'elle avait payé. La vengeance lui avait apporté de la satisfaction, un moment, mais aussi de la culpabilité, des doutes, des nuits sans sommeil. Elle avait perdu sa mère, son mari, une partie d'elle-même. Est-ce que ça en valait la peine? Elle ne le savait pas. Peut-être ne le saurait-elle jamais. Mais elle avait survécu. Elle était encore là, respirait, vivait, ressentait. Les cicatrices resteraient pour toujours, mais les cicatrices signifiaient aussi que les blessures avaient guéri. Le téléphone sonna. « Théo, Juliette ?» dit-il, et quelque chose dans sa voix la fit tendre l'oreille. « Maman a appelé. Elle demande si tu veux la voir, juste pour un café, sans attente. » Juliette ferma les yeux. Elle pensa à la lettre dans le tiroir, aux mots de sa mère, aux années qui s'étendaient devant elle. Elle pensa au pardon, non pas comme un cadeau à l'autre, mais comme une libération pour soi-même. « Dis-lui que je l'appellerai, dit-elle finalement. Bientôt. » Elle raccrocha et regarda à nouveau par la fenêtre. Le soleil s'était couché, mais le ciel brillait encore d'orange et de rose. Un nouveau jour viendrait, et avec lui de nouvelles possibilités. Juliette Fontaine avait appris que la vengeance était un feu qui brûlait tout, y compris celui qui l'allumait. Mais elle avait aussi appris que des cendres pouvaient naître une nouvelle vie. C'était à elle de décider ce qu'elle en ferait. Elle se leva, posa le verre de vin et prit son téléphone. Il était temps de commencer.